Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur cette table ronde AG2R La Mondiale. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui a été peu abordé ces jours-ci, qui est pourtant crucial dans la filière, dans l'accompagnement des entreprises. C'est, on va dire, l'intérêt et les difficultés du modèle serviciel, c'est-à-dire comment les entrepreneurs du bien vieillir qui vendent de la prestation de services aux différents financeurs peuvent capitaliser sur ce modèle ou quelles difficultés ils rencontrent. Donc rapidement, je suis Romain Gano, je suis le responsable autonomie et services d'AG2R La Mondiale et je serai le gentil animateur de cette table ronde plutôt que l'intervenant. À mes côtés, Jennifer Benatar, directrice générale pour le programme de prévention et de stimulation cognitive Exostim. Cécile Petit, en charge des services au sein de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Et Victor Perazzi, directeur de Autonomia, qui est un nouveau service de coordination de vie à domicile, qui est présent sur 7 villes en France, qui fait partie du groupe WeCare. Aujourd'hui, la direction de l'action sociale rencontre plusieurs centaines d'entrepreneurs du bien vieillir par an, partout sur les territoires, et choisit pour les plus robustes d'entre eux de financer des prestations de services, c'est-à-dire d'acheter des prestations pour nos allocataires et les mettre à disposition de ceux-ci. En échangeant avec les entrepreneurs dans le cadre de ces dispositifs, de notre lab usage et autonomie ou de l'accompagnement, on voit que beaucoup d'entrepreneurs se heurtent aux différents modèles économiques de la silver economy et à la difficulté ou de les faire comprendre ou de les faire appréhender par les financeurs, sachant que le terme financeur de la silver economy peut regrouper un investisseur, peut regrouper un client, peut regrouper des collectivités publiques qui ont des compétences différentes et des modalités d'intervention différentes. C'est pourquoi on a souhaité aujourd'hui conclure un petit peu notre intervention sur de ce festival où nous avons aussi plusieurs startups avec nous, avec des startups partenaires pour échanger un petit peu sur comment nous les sélectionnons, quels sont leurs modèles d'affaires et surtout quelles sont leurs offres de valeur. Donc on va commencer par là. Jennifer, peux-tu nous présenter rapidement Exostim ? Exostim, c'est un programme qui a été co-conçu avec le laboratoire des neurosciences cognitives sous la tutelle du CNRS et Aix-Marseille Université. L'objectif est de réaliser de la prévention et de la stimulation cognitive. Nous avons d'ailleurs l'opportunité de présenter notre nouvelle version parce que nous avons une première version qui est distribuée dans les EHPAD depuis 2017 et il y a une forte demande du public qui se trouve à domicile. Donc nous avons développé une nouvelle version. Et l'objectif, c'est de répondre à l'inquiétude cognitive, aux plaintes mnésiques, parce que lorsque l'on est jeune retraité, le niveau d'attention quotidien diminue. Et suite à cela, il peut se poser des questions en cas d'oubli, le fait de perdre le fil, de perdre ses lunettes. Ça nous fait sourire aujourd'hui, mais lorsque ça devient successif à la retraite, ça peut inquiéter. L'objectif avec Exostim, avec cette nouvelle version, c'est de pouvoir s'auto-tester avec une évaluation à domicile qui permettra d'évaluer 31 fonctions cognitives. C'est important, c'est long, c'est une évaluation qui dure environ 1 heure. C'est pas 3 jeux que l'on va faire sur une application, sur un store. Et l'objectif, au bout de cette évaluation, c'est d'obtenir son profil cognitif et soit de se rassurer en se disant finalement tout va bien, soit effectivement d'identifier une fragilité pour intégrer un parcours de soins adapté le plus tôt possible. Quel est ton modèle économique et qui sont tes clients ou tes financeurs ? Alors notre première version d'Exostim est distribuée en B2B auprès des EHPAD et la nouvelle version va être distribuée de la manière suivante. Donc c'est une application à télécharger sur les stores, tablettes et téléphones. L'évaluation et l'accès au profil cognitif seront accessibles gratuitement à tous. Pour nous, c'est important en tant qu'entreprise aussi de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, ce sera un abonnement soit mensuel, soit trimestriel, soit annuel, pour accéder à ces entraînements personnalisés et la possibilité d'interagir à travers l'application avec son professionnel de santé. Quelles difficultés tu as pu rencontrer avec les financeurs aujourd'hui pour vendre, pour leur proposer un modèle par abonnement ou qui est un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir, par exemple, aller au hasard dans la conférence des financeurs ? C'est un grand moment, la conférence des financeurs. L'objectif, c'est... on est beaucoup parti sur le zéro reste à charge pour le bénéficiaire, au bout du compte. Sauf qu'on s'est rendu compte, notamment chez Exostim, que les personnes qui s'inquiètent, elles ne se posent pas la question de la prise en charge. Et pour nos entreprises, on est rentré dans ce système où il fallait chercher de la sub, de la conférence des financeurs, des partenaires, et heureusement qu'on vous a aussi. Mais finalement, je crois qu'en tant qu'entreprise, il faut pouvoir aussi proposer un modèle économique qui soit viable et accessible au grand public. C'est aussi possible sans subvention. Parce que effectivement, j'aimerais un guichet unique de la subvention pour les entreprises, mais on ne peut pas vivre là-dessus.
Merci Jennifer, on reviendra un petit peu sur ces sujets tout à l'heure. Victor, bon, tout le monde te connaît, mais peux-tu te représenter pour les quelques rares qui ne te connaîtraient pas dans la salle? Alors Victor Perazzi, je suis donc directeur de Autonomia. Et par le passé, j'avais créé une entreprise qui s'appelait les Autonomy Planners, partant d'un constat que beaucoup de familles envisageaient l'entrée en EHPAD pour leurs proches, pour différentes raisons, mais pas toujours les bonnes. C'est souvent l'éloignement des familles, la complexité d'organisation de la vie à domicile, à travers la mise en place de services, d'aménagement, de professionnels qui interviennent, d'activités. Et surtout la coordination de tout ce monde qui est complexe. Et en réalité, les personnes ne pouvaient pas vivre la vie qu'elles souhaitaient, tout simplement parce que le petit coup de main sur l'organisation n'était pas là. Donc nous, aujourd'hui, et depuis anciennement ce qu'on avait fait, puisque donc Autonomia a racheté les Autonomy Planners et on a ensemble fusionné nos équipes et nos savoir-faire pour pouvoir porter plus loin le métier de coordinateur autonomie ou conseiller grand âge, qui est cette personne qui, physiquement, en proximité, va se rendre chez les personnes pour aider ces personnes-là et leurs familles à organiser la vie à domicile ponctuellement et durablement. Il existe beaucoup de bons services à domicile et puis je crois qu'aujourd'hui la preuve est faite qu'il y a des gens qui réfléchissent pour proposer des services pertinents, mais comme dans un orchestre, il ne suffit pas de mettre des bons instruments et des bons instrumentistes ensemble, il faut écrire une belle partition et la faire jouer. C'est le rôle des coordinateurs autonomie. Sur le territoire, aujourd'hui, on est présent sur 7 villes en France et notre ambition, c'est de le déployer de manière mesurée, de le faire bien. On veut pas, nous, on distribue pas. Je reviendrai sur le modèle, mais bon, je peux en parler tout de suite si tu veux. Ah bah vas-y, j'ai plus de travail. On vend un service directement à nos clients, sans autre source de revenus, d'apport d'affaires ou autre. On est parfaitement indépendant. Nos clients, ce sont nos payeurs sont nos clients. Et on leur vend un service en moyenne qui coûte 300 € par mois. C'est un service qui nous engage parce qu'évidemment, ce n'est pas un nice to have, c'est vraiment un service par lequel on promet à des personnes qu'elles pourront, si ce n'est rester vivre chez elles, parce qu'il y a aussi des profils de personnes qui doivent entrer en institution, mais au moins trouver la bonne solution et si c'est à domicile, mettre en place ce qu'il faut pour que les choses puissent être durables et dans un confort, un bien-être de la personne. Donc ce service-là nous engage à avoir des professionnels compétents qui sont des gens qui sont du secteur médico-social, qui sont formés en général entre un bac+3 et un bac+5 avec de l'expérience, des outils qu'on est en train de développer, qu'on développera encore demain, et puis évidemment un savoir-faire continu qu'on essaye de développer ensemble. Tu es sur un modèle qui est particulier aujourd'hui, le conseil, la coordination, l'accompagnement. Quelles difficultés tu as pu avoir à la création de ton entreprise pour dire, ben voilà, ce service que je propose là, ce n'est pas un service qui est assuré par le service public, c'est un service qu'on va vendre ou à des partenaires ou directement aux bénéficiaires? Alors la difficulté, il y en a eu beaucoup en fait. Et même sur la réflexion autour du modèle, j'ai eu historiquement un certain nombre de questions. Aujourd'hui, chez Autonomia, la question a été très vite tranchée sur un modèle de facturation directe auprès des personnes. On se dit que dans un billard à 3 bandes, quand le service aura fait sa preuve à grande échelle et qu'on aura vu que les personnes à domicile vivent mieux et plus longtemps si quelqu'un est là pour coordonner, et c'est pas toujours la famille ou les aidants, ça peut être intéressant en termes de prévention, en termes de confort, en termes de santé, d'économie aussi d'échelle, de synergie de service, que ce service pourra demain peut-être être pris en charge. Mais en fait, on ne l'attend pas parce que sinon on sera encore en train d'attendre. Ce qui est chouette avec des partenaires comme AG2R, c'est que vous avez été là et vous êtes toujours là à un moment pour nous dire bon, bah, nous on y croit, on vous aide, mais pas en vous donnant un peu d'argent, en vous achetant des prestations. Et ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est, après, la technique, c'est de trouver ces personnes qui, bénéficiaires chez vous, vont pouvoir bénéficier de nos services. Nous, ça nous permet de le pratiquer, de le développer, de découvrir aussi d'autres cas d'usage, puisque la typologie des personnes bénéficiaires AG2R est un peu différente de la typologie des profils de personnes qu'on trouve en direct, qui, eux, financent 100% de leurs services. Service qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, est éligible au crédit d'impôt et offre donc une réduction de 50%, ce qui est pas rien par rapport au tarif que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc il y a déjà finalement une participation des pouvoirs publics à cette innovation servicielle.
Voilà, les difficultés, c'est finalement convaincre les gens, trouver les clients et tout simplement, les trouver, leur montrer que notre solution répond à leurs problèmes. Encore faut-il qu'ils sachent que notre solution existe et qu'ils soient conscients de leurs problèmes. Oui. Tu abordais le rôle des collectivités publiques, tu l'as fait rapidement, je vais réinterroger un petit peu Jennifer, après je te repasse la parole. Aujourd'hui, quelle complexité avoir un modèle d'affaires de type prestataire de services induit vis-à-vis, on va dire, du financement classique de l'action sociale et des collectivités publiques? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des conseils à donner, des choses à ne pas attendre des collectivités locales? Bon, après, ça, c'est ma devise aussi dans la vie perso, mais ça s'est confirmé dans le pro, faut rien attendre de personne. Faut avancer parce que le problème, c'est qu'on travaille sur des sujets, notamment la prévention, qui ne sont pas forcément compris. Parce que les personnes à qui on va s'adresser ne sont pas concernées. Nous, on travaille sur la prévention par rapport à l'Alzheimer. Si l'interlocuteur à qui on va parler n'a pas été concerné par la chose, ça va être compliqué de parler avec lui. On est aussi en pleine levée de fonds avec Exostim. On se rend compte que les investisseurs à qui on va parler ne comprennent pas forcément notre environnement. On parle d'Alzheimer, de prévention, de retraite. Voilà, c'est tout un sujet où on amène beaucoup de pédagogie aussi. Donc c'est compliqué de faire comprendre. Et puis la prévention, c'est un vaste sujet en France. Moi, je sais que on propose une évaluation avec Exostim. Et beaucoup me disent, oh là là, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer pour mon profil cognitif. Et l'objectif, c'est de dire non, au contraire. Profiter de savoir, c'est une opportunité pour plus tard, pour se dire voilà où ça pêche au niveau cognitif et voilà où je vais devoir travailler et le prendre vraiment comme une opportunité. Mais c'est pas forcément compris de la part des financeurs. Alors je reviens sur AG2R, vous nous avez beaucoup accompagnés. Par contre, on est vraiment passé à la moulinette avec vous, c'est-à-dire qu'il a fallu montrer patte blanche pour montrer qu'on était une solution qui était utile, que l'on pouvait vraiment proposer et vous avez su nous accompagner. On a également le cas avec la CARSET dans le cadre du dispositif Viva Lab. C'est des partenaires qui comprennent aussi notre secteur. Même question ? Même question. Les difficultés qu'on peut avoir dans l'attente dans notre modèle par rapport à ce qui peut exister. En fait, par exemple, dans le service à domicile, il y a pas mal de services qui sont financés par l'APA et pas mal de boîtes ou d'entreprises SAD qui s'alignent sur la prise en charge APA. Et donc un réflexe chez pas mal de personnes de dire c'est des services qui devraient être pris en charge par le département. Ou alors des CCS qui nous disent ah non mais nous on le fait déjà à travers les clics ou à travers les pôles info seniors. D'autres le disent oui mais il existe les gestionnaires de cas, les DAC, etc. Et donc en fait, pour partie, effectivement, c'est parfois vrai. Et parfois aussi, il faut convaincre les gens que ce qu'on fait, c'est différent et que si on existe, c'est parce qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette ou peut-être trop de personnes accompagnées. Donc quand on commence, on se dit, tiens, l'objectif, c'est d'être financé au même titre que les autres. Maintenant, voilà, on a aussi appris à dire, en fait, on va aller chercher notre activité par notre travail et on fera notre preuve autrement, par la suite. Jennifer évoquait le fait d'avoir été passée comme Victor dans les moulinettes d'AG2R. Alors, la moulinette s'appelle Cécile Petit et est présente aujourd'hui avec nous. Cécile, explique-nous un petit peu comment tu travailles en illustrant par exemple avec ce que tu as fait avec Victor. Oui, alors pour remettre déjà dans le contexte, à la direction des activités sociales, notre mission c'est d'accompagner les personnes en situation de fragilité. Quand on parle de fragilité, on parle de toute forme de fragilité. La mission d'un chargé de service, c'est de proposer non pas des projets, mais des services, donc du concret, des dispositifs d'accompagnement pour ces personnes en situation de fragilité. La façon dont on opère pour repérer ces différents dispositifs, évidemment, on part du besoin. On suit les techniques marketing un peu classiques. Je sais que c'est un mot qui n'est pas forcément apprécié, néanmoins, la méthode reste tout à fait louable. On part du besoin et de l'envie. Pour faire matcher ces deux-là, on fait des études, on passe dans les labs, on passe à travers des focus group. Voilà, on fait en sorte de récolter les besoins, les envies et de regarder sur le marché s'il y a des dispositifs, des services qui répondent à ces problématiques rencontrées par ces personnes en situation de fragilité. Lorsque les situations existent, ce qu'on va proposer, c'est de mettre à disposition donc, ces services à ces personnes en situation de fragilité. Donc avec la fameuse moulinette AG2R La Mondiale, donc on a plusieurs comités de validation, puisqu'on
On vérifie à la fois la robustesse non seulement du service mais du prestataire, parce qu'on n'est pas là que pour proposer un service, mais aussi pour nouer une relation partenariale sur le long terme, faire évoluer éventuellement les dispositifs par itération, etc. Et lorsqu'il n'y a pas de solution sur le marché, on réunit des experts entre eux pour qu'ils puissent réfléchir à des solutions et combler les fameux trous dans la raquette dont parlait Victor tout à l'heure. Et si on prend un exemple relativement récent, on a lancé il y a 1 an le parcours autonomie, qui reprend différents dispositifs, différents services proposés par différents prestataires, dont Autonomia aujourd'hui, les autonomies planeurs hier. Et la réponse qui n'existait pas à l'époque où on a sorti le parcours autonomie, c'était toute cette notion de parcours utilisateur, canal de distribution, communication impactante et aller vraiment de capter le bénéficiaire jusqu'à finalement répondre à sa problématique, mais dans la durée. C'est-à-dire de faire en sorte soit de régler sa problématique, et si on ne peut pas la régler parce que, en l'occurrence, les problématiques de perte d'autonomie sont des problématiques qu'il est très difficile de régler, néanmoins de faire en sorte que le bénéficiaire vive bien dans sa perte d'autonomie le plus longtemps possible à domicile, par exemple, ou l'orienter vers des établissements adaptés. Qu'est-ce que c'est pour toi un service robuste ? Alors, un service robuste, c'est un service qui, bon, d'une part, aura fait sa preuve de concept. En général, les dispositifs que l'on présente, on les teste avant, on fait des expérimentations. On ne se lance pas les yeux fermés dans le déploiement d'une offre, enfin, dans l'accompagnement d'un prestataire qui déploie son offre. On fait des tests. On voit la solidité, donc ce que je disais tout à l'heure, la solidité financière du prestataire. Pareil, c'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre de valoriser un dispositif, de s'engager sur la solvabilisation d'une prestation ou sur la mise à disposition via les canaux de distribution qu'on va déployer d'une solution qui, dans 6 mois, n'existera plus. Donc pour moi, la robustesse d'un service, c'est à la fois son efficacité en tant que service, c'est-à-dire qu'il répond réellement aux besoins, à l'envie, et en même temps la solidité financière du prestataire. On reviendra sur ce sujet-là tout à l'heure. Victor, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un institutionnel en tant que partenaire ? Justement, pas perdre du temps, signer vite, monter en puissance progressivement. C'est quoi, toi, les bonnes pratiques, les bons tips quand on travaille avec un institutionnel, justement, pour toi aussi, pas mettre en danger ta société, parce qu'on voit des entrepreneurs qui nous sollicitent sur des demandes dans lesquelles on ne répond pas positivement, parce que si on y répondait aujourd'hui, on mettrait en danger la pérennité de leur entreprise. Sur des entrepreneurs qui sont en début de projet, c'est difficile parce que d'un côté, c'est très tentant d'aller solliciter des GPS comme vous ou d'autres, parce que on a l'impression que soit il y a un côté subvention qui peut aider, ou un côté accès au marché. Ce qui est, honnêtement, moi je le dis, je pense que le plus vertueux, c'est quand même d'être dans un modèle, et on en avait parlé dès le début, toi et moi, de manière très franche. C'était vraiment la recherche de carnet de commandes. En gros, vous nous commandez un certain nombre de prestations, ce qui ne présage pas de l'utilisation de ces commandes rapidement. Et entre le moment où on a commencé à discuter et les premières prestations, il s'est passé du temps et il s'en passe encore. Et donc, c'est un fait, et c'est pas une critique, mais il faut bien l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on a un partenariat que demain, l'argent va tomber. Et l'argent, il sert à faire vivre la société aujourd'hui et demain sur ses futures innovations, etc. Donc je pense que moi, je conseillerais de le voir comme un canal de distribution à envisager et de bien réfléchir à quel moment on veut l'envisager. Et peut-être pas d'y aller trop tôt en mode faut sauver le bateau. Mais plutôt, par contre, peut-être nouer des discussions très tôt, mais en disant voilà, moi, alors, si vous avez un chèque à nous donner, on le prendra, hein, mais par contre, construisons un truc solide pour peut-être demain ou pour aujourd'hui. Et de toute façon, mon enseignement me dirait qu'à moins qu'on ait un service parfaitement adapté B2B2C qui collerait sur parfaitement ce que vous pourriez avoir besoin en termes de prévention, sur des trucs pas trop chers qu'on peut intégrer dans je ne sais pas quelle formule. Sinon, il faut vraiment s'assurer qu'on a déjà notre clientèle hors ça et qu'on développe des canaux parallèles, complémentaires, qui peuvent aussi être... Enfin, moi, je vois ce partenariat pour peut-être
je le vois plus pour dans 5 ans que finalement pour aujourd'hui. Ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de faire des choses qui nous servent à tous les deux. Vous à tester nos styles de service et nous à comprendre différents besoins. Mais on n'est pas en train de jouer la vie de notre entreprise sur un partenariat d'aujourd'hui. Ce qui est important à savoir au moment où on signe ce genre de partenariat. Jennifer, si tu peux rebondir sur l'intervention de Victor. Oui, je suis d'accord, c'est un circuit de distribution comme un autre. De travailler justement avec les partenaires. Nous, on a envisagé plein de circuits de distribution parce qu'à la base, on ne va pas aller voir directement les particuliers parce qu'il faut aussi de la légitimité avec une solution de stimulation cognitive qui va évaluer. Donc, on va travailler avec un gros réseau de prescripteurs que sont les ergothérapeutes, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens. Qui vont pouvoir prescrire Exostim et interagir avec leurs patients sur l'application. On a également les caisses de retraite qui vont pouvoir recommander Exostim, et je pense que c'est gage de fiabilité aussi pour les allocataires. On a également les mutuelles et le secteur assurantiel qui commencent à s'y intéresser. Voilà. Et les services d'aide à domicile vont aussi, pour ceux qui le peuvent, c'est pas forcément une généralité, mais souhaitent proposer des services différents pour accompagner différemment les bénéficiaires à domicile. C'est la demande des familles aussi. Voilà, donc on va passer par ces différents réseaux et effectivement le côté prise en charge par les caisses de retraite, c'est un canal de distribution comme un autre. D'accord. Cécile, pour toi dans ton activité, vu qu'il y a eu plusieurs vies chez AG2R La Mondiale, comment tu définirais la différence entre prestations de services et subventions dans l'accompagnement des structures du bien vieillir? Alors, en fait, il y a beaucoup de différences. Je dirais que le point fort principal, et du coup ça rejoint complètement ce que vous disiez, c'était le fait de ne pas rendre une structure dépendante à un financement ponctuel. Finalement, le fait de proposer une prestation de service, enfin de solvabiliser une prestation de service, de proposer un canal de distribution qui est différent ou qui est complémentaire, enfin à la fois les deux, ça permet vraiment de faire en sorte que l'entreprise, enfin la structure avec laquelle on est partenaire prestataire, ça lui permet de se développer. Quand on fait une subvention, et alors moi je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais quand on fait une subvention, on prend le risque, en tout cas, que ce ne soit pas pérenne d'une part, que ce ne soit pas finalement, ça ne pousse pas le porteur de projet à être en continuelle interrogation, réinterrogation de son modèle. D'ailleurs, bien souvent, il n'y a pas de modèles économiques qui sont proposés, et ça c'est quand même un problème, puisque si demain, quelques groupes que ce soit qui versent une subvention à un moment donné stoppent le versement des subventions, comment est-ce que l'entreprise, comment est-ce que la structure, comment l'association va survivre? On ne peut pas être sans arrêt sous perfusion. Du coup, le fait de proposer des prestations, enfin la solvabilisation de prestations de services, on est vraiment sur quelque chose tourné vers l'avenir, quelque chose de beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sain finalement. Victor, je t'ai vu réagir. Je voudrais rebondir parce qu'en fait, je voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'excès de dire bon, la subvention, c'est bien beau, mais enfin, voilà. En vrai, une subvention en fonction du moment de la vie de l'entreprise, ça peut être méga important. Et il y a deux choses. Il y a parce qu'en fait, moi, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs depuis 4 ans que je suis dans ce bain-là, et j'en ai pas vu beaucoup qui disent bon, on va faire un service de merde, on va essayer de choper une subvention et puis on se cassera. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de faire quelque chose de bien, et à un moment donné, ils ont besoin de cash pour recruter quelqu'un qui va les aider à le faire, développer un nouveau truc, faire un peu de com pour trouver son marché, etc. Donc à ce moment-là, une subvention, ça peut être super. À la limite, je ne suis pas vous, mais on a déjà, nous, parti. J'allais dire, on ne peut pas financer, pour le coup, n'importe quelle innovation qui passe. Et en même temps, moi, j'ai déjà participé à un appel à projet où on a mis un travail de dingue. On avait fait un truc en partenariat avec Dome, qui est une société qui produit des logiciels que vous connaissez bien. J'avais fait appel à une consultante externe parce que j'avais pas du tout le temps de rédiger le cahier des charges. C'était un truc de 50 pages qui était demandé. On avait mis un boulot de malade. Je me suis dit, cette subvention, cet appel à projet, on va aller la chercher, on va faire un truc bien. On n'a pas eu de réponse. On a envoyé un dossier de 50 pages, tartiné, nickel, on n'a pas eu de réponse. Moi, j'étais dégoûté. Par ailleurs, et je peux aussi les nommer, Malakoff Humaniste nous a fait confiance à un moment donné, on était un peu sous l'eau post-Covid et ils nous ont attribué une subvention. Je les remercie parce qu'ils ont certainement sauvé notre entreprise qui aujourd'hui a pu repartir. Et donc, en fait, la subvention, c'est quand même bien pratique. Il
faut juste pas la donner à n'importe qui trop vite, mais il faut pas non plus que la recherche de cette subvention, qui est censée être un coup d'air frais pour développer, devienne en soi un boulot insupportable. Donc en fait, c'est pas facile à doser, mais c'est peut-être l'entreprise jeune qui a un vrai projet, une vraie promesse, qui a déjà des petits indicateurs. Il ne faut pas lui demander de passer la moitié de son temps sur l'appel à projet, parce qu'elle ne va pas suivre sa timeline, et du coup, voilà. Donc pas facile à gérer, mais il faudrait peut-être trouver des niveaux de maturité d'entreprise. Au bout d'un certain temps, c'est plus de la subvention qu'il faut, ou alors il y a eu un problème quelque part avant, ou alors il y a un événement, voilà, je parlais de Covid tout à l'heure, là ça peut être bien, mais sinon, voilà, une jeune entreprise qui se lance, etc., a parfois besoin, ne serait-ce qu'une subvention très ciblée. Bah, vous avez besoin de 50 000 €, parfait, que de la com. Vous allez chercher, faire de la pub dans la presse et vous allez chercher vos clients B2C, vous voulez faire du B2C et limite les aider, dire c'est pas, tu fais pas une pub dans notre temps que personne verra, enfin pardon pour notre temps, mais un truc peut-être très ciblé localement où tu as tes clients, t'essayes et peut-être tu payes 3 000 € à un vrai concepteur-rédacteur qui va travailler ton message, une vraie service type... Enfin, une vraie boîte qui fait ça, comme Digital Baby Boomer, qui va trouver les trucs. Et puis, on teste. Et ça peut servir à ça. Et cet argent-là, quand on l'a pas, on va pas le trouver ailleurs que dans ce genre d'initiative. Enfin, sauf si on arrive à vendre tout de suite. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est un petit peu de notre politique. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la partie des activités sociales, G2R la mondiale, sur les boîtes, on va dire, en phase d'amorçage, des niveaux de maturité très bas. Et encore une fois, c'est pas une critique, on les accompagne. Soit dans nos labs pour tester leurs solutions auprès des usagers, soit on finance des associations, des accélérateurs du bien vieillir, des clusters, pour qu'ils puissent faire cet accompagnement. Donc entre guillemets, on leur paye une partie de l'accompagnement. C'est aussi la démarche de ce qui est mis en place par les régimes de retraite dans Viva Lab. C'est pas de la subvention, la plupart de la somme qui est versée, c'est un financement pour payer un expert sur une thématique qui a été vue, qui peut être l'accompagnement du dirigeant, le budget com, le développement d'un SI, mais pas de la finance, pas de la subvention, on va dire généraliste et dédiée. Et on n'a pas d'opposition. Je rappelle quand même que nos fonds sociaux font dépenser à 90% sur l'action collective sur des subventions. Mais on s'est donné le droit avec les partenaires sociaux de garder 10% pour dire il y a des boîtes dont elles ont besoin, c'est d'un carnet de commandes. Un carnet de commandes, c'est vertueux auprès des autres financeurs, c'est vertueux auprès du banquier. Et donc, mettons le curseur au bon endroit. À quel moment il y a besoin d'accompagnement, à quel moment il y a besoin d'un coup de pouce, et à quel moment de notre rôle il y a besoin d'une commande, d'une prestation et d'une facture. Derrière ça, c'est ça, il n'y a pas du tout d'opposition. On arrive sur la fin de la table ronde. J'en profite déjà pour vous remercier. Alors Victor, qu'on suit depuis des années dans la région sud. Jennifer, avec lequel on a construit 2 partenariats, un sur les EHPAD et un sur les personnes à domicile, et qu'on voit se développer avec plaisir dans le partenariat avec la CARSAT Sud-Est. On voit des belles choses qui vont être préfiguratrices aussi de la prescription qui peut être faite par des caisses de retraite de service. Ça y est, on en parlait dans 10 ans, maintenant, il y a 10 ans, et maintenant on voit des choses qui se développent. Voilà. Et je vous annonce qu'on va sortir dans les minutes qui viennent, et c'est Jérôme Pigné qui diffusera l'information en premier sur Silver Eco, un petit guide pour les porteurs de projets sur réussir son projet dans la Silver Economy, qui a été travaillé avec l'ensemble des clusters et des accélérateurs du bien vieillir de France pour donner les bons conseils, mais aussi mettre le point sur ce qui ne va pas dans nos écosystèmes et dire, niveau financeur, quels indicateurs de robustesse on attend en termes de robustesse économique, en termes de robustesse sur l'usage, et de dire aussi que les grands chiffres de la Silver Economy dont tout le monde parle aujourd'hui, les 11 millions d'aidants, les 14 millions de seniors, ce n'est pas votre marché, ce n'est pas un marché. Donc, sachez, et tu l'as très bien dit, à qui vous voulez vendre, sur quelle zone. Venez nous voir et on est là pour vous accompagner. On n'est pas là que pour vous financer, vous achetez des prestations. On peut faire du conseil dans nos labs, on peut faire du conseil. Venez nous voir, mais on rappelle quand même quelque chose, c'est qu'à la base, c'est triste à dire, mais c'est quand même relativement vertueux. On ne peut pas être le premier client d'une entreprise qui se monte. C'est pas possible. On peut l'accompagner de plein d'autres façons, mais on ne sera jamais, sauf très rare exception, son premier client. Voilà, par contre, voilà. Mais n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à vous. Puis Jérôme, bonne fin de festival.